Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler du TET. Alors bon, le TET, tout le monde sait ce que c'est. Moi j'ai découvert ça il y a quelques années et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser il y a un peu plus d'un an, quelques mois avant le premier confinement. Donc j'ai eu tout le temps de m'intéresser au sujet, de fantasmer un petit peu sur la chose, de me faire des idées, vraies ou fausses. Et on a fini par se lancer avec un copain le mois dernier sur le TET. On est parti 2 semaines en... Alors le projet c'était de partir 2 semaines en autonomie. Je vous expliquerai plus tard finalement ce qui s'est passé. Donc on a investi dans du matos de bivouac, etc., etc. Je vous présenterai tout ça après. Pendant un an, j'ai visionné des dizaines de vidéos sur le TET en France, dans les Balkans, en Espagne, au Portugal, même des vidéos sur le Trans-American Trail, donc qui est l'équivalent du TET mais aux États-Unis. Les fameux trajets BDR aussi, pareil aux États-Unis. J'ai vu plein de vidéos sur la bagagerie, sur le matériel, etc., etc. Souvent je voyais des vidéos sur le roulage, des vidéos embarquées en fait en français ou en langue étrangère, enfin on s'en fout, et des vidéos sur la bagagerie et sur le matériel en anglais. Et rien qui, ou pas grand chose en tout cas, qui se rapportait à ma moto. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour que ceux qui possèdent la même moto ou le même genre de moto, à savoir un 400DRZ, peut-être que vous avez les mêmes interrogations, ou les autres qui ont les autres motos, peut-être que vous avez aussi des interrogations. Donc ça va être l'objet de cette vidéo qui va être en 3 parties. La première partie, ça sera les motos qu'on a utilisées, les modifs qu'on a pu y apporter ou les améliorations qu'on a pu y faire. La deuxième partie, ce sera la bagagerie. Dans quoi on a emporté nos affaires, qu'est-ce qu'on a pris comme affaires, qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé, de quoi on a manqué éventuellement, etc. Et en troisième partie, on parlera du TET en lui-même, donc le trajet qu'on a suivi, ce qu'on s'attendait à voir, ce dont on avait envie, ce qu'on n'a pas eu, les surprises, les difficultés. Puis je vous donnerai un petit peu mon avis sur, enfin mon ressenti sur mon expérience sur le TET, comment je l'ai vécu, quels souvenirs j'en ai, etc. Alors avant qu'on commence la première partie, je voudrais préciser que je n'ai aucune affiliation commerciale avec qui que ce soit. Le matériel que j'ai acheté, la bagagerie, le matos de bivouac, etc., etc., j'ai tout acheté avec mes propres sous, je suis sponsorisé par personne. Tous les produits que je vais vous présenter, dans la mesure du possible, je vous donnerai au moins leur nom, sinon un lien pour aller éventuellement voir ce que c'est. Moi, ça ne me rapporte rien, je le fais simplement parce que pendant des mois et des mois, j'ai visionné plein de vidéos. J'ai dû en visionner plein pour avoir un petit peu d'informations de ci, de là. Donc si je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et apporter quelques réponses à certains d'entre vous, eh ben, c'est tout ce qu'il me faut. Bon, je triche un peu, j'ai des petites fiches parce que je parle pas, je parle beaucoup. Alors, on va commencer la première partie, à savoir quelle moto on a utilisé. Donc, on est parti sur une Honda 450 CRF-L de 2019. Donc, ça, c'était la moto de mon pote, qui était neuve de chez neuve sur le TET. Première sortie. Et la mienne, c'est une Suzuki 400DRZ-S de 2006. Je vais passer quand même sur la Honda, puisque c'est une moto que je ne connais pas, que j'ai pas, quasiment pas roulé. Je vais plutôt vous parler de la 400DRZ, mais grosso modo, les machines se valent au niveau poids, niveau maniabilité, etc. Je vais tout de suite éliminer la problématique de la 450. C'est une moto que j'ai essayé comme ça rapidement sur le TET, mon pote me l'a prêté un petit moment. J'ai trouvé que c'était très puissant, enfin très puissant, c'est pas non plus une R1, mais il y a une grosse arrivée de la puissance et je trouve que pour un débutant, je pense que c'était pas le plus approprié et franchement j'ai préféré mon 400DRZ qui est quand même un peu plus calme, un peu plus dosable, etc., plutôt que la 450 Honda qui est quand même, que j'ai trouvé en tout cas très puissante. J'ai pas un gros niveau en enduro, je fais des sorties
enduro trail, voilà, le dimanche, un peu de technique, voilà, mais rien d'extravagant. Et je l'ai trouvé quand même difficilement contrôlable, en tout cas pour l'usage qu'on en a eu sur le TET, surtout avec la bagagerie qui ne rendait pas non plus la moto hyper maniable. Voilà, ça c'était pour parler de la 450 de mon pote. J'y reviendrai un petit peu tout au long de la vidéo, mais vraiment léger. Quant à moi, je roulais donc une Suzuki 400 DRZ S, pas la version enduro. La version S est un tout petit peu moins puissante, mais bon, pour ce que j'en fais, en tout cas, c'est largement suffisant. J'ai acheté cette moto, j'ai eu de la chance quelques semaines avant le premier confinement. Donc j'ai eu du coup tout le temps de la réparer ou de la préparer pendant l'année 2020. Alors qu'est-ce que j'ai fait principalement sur cette moto? Des réparations qui ont été un petit peu cosmétiques par endroit, mais surtout j'ai changé quand même beaucoup de vis. Parce que les vis étaient quand même souvent marquées ou bloquées, donc quand je dévissais quelque chose, la vis foirait, donc j'étais obligé de forcer pour la sortir. Donc j'ai mis de la visserie neuve, graissée, protégée, etc. etc. J'ai démonté, poncé et repeint avec de la peinture haute température le tube d'échappement et le pot d'échappement. J'ai utilisé de la peinture haute température de chez Motype, qu'on trouve j'avais dû la trouver sur Amazon. Je crois que j'ai trouvé pas mal de trucs sur Amazon qui valent des fois qui valent ce qu'ils valent, mais qui des fois tiennent quand même vachement le coup. Là, la peinture, elle m'avait pas coûté très cher et elle est hyper efficace, elle cloque pas, etc. Donc si vous avez une retouche de peinture haute température à faire, ça peut être une bonne solution. J'ai également changé la transmission. J'ai mis une transmission principalement pour faire du off-road, sans non plus que ce soit trop court, histoire que je puisse quand même aller sur la route, parce que c'est vrai que des fois on va faire un petit peu de technique et puis on se retrouve un peu loin de la maison, et pour rentrer on n'a pas envie forcément de se retaper encore tous les bois, on veut rentrer par la route, c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'allonge. Donc on va monter dans le garage, parce que là on est dans ma cave, on va monter dans le garage et je vais vous montrer un petit peu en direct sur la moto les améliorations que j'ai effectuées. Alors voilà la bête. Donc la partie qui va traiter des améliorations que j'ai pu apporter sur la moto, on va évoquer ça en 3 temps. On va d'abord commencer par tout ce qui est fiabilisation. Ensuite, on verra ce que j'ai mis sur la moto pour la protéger des chutes, des impacts, etc., etc. Et ensuite, les petites améliorations que j'ai pu faire au niveau du confort en roulant et de tout ce qui va concerner le roulage. Alors, on va commencer par les améliorations liées à la fiabilisation de la moto, parce que le 400 DRZ a quelques pannes, quelques problèmes qui sont bien connus. Alors je vais allumer la baladeuse parce qu'on est dans mon garage, on voit pas très bien. Voilà, on voit mieux là. Alors 3 choses principales, enfin 4 choses principales. La première c'est... Est-ce qu'on voit clair là? Voilà. Alors la première chose que j'ai fait, c'est mettre du frein filet sur les vis qui sont là-dedans, autour du rotor, d'alternateur, parce qu'elles elles ont la réputation de se dévisser, de se barrer dans l'alternateur, et donc vous arrachez tout. Donc j'ai démonté. Donc il faut enlever les vis du carter donc gauche. Il y a aussi les vis du démarreur, là, les 3 là, à démonter, parce qu'il y a une vis qui est au fond de ce truc là qu'il faut démonter. Ensuite, tout le bloc vient, vous démontez les vis, vous mettez un petit coup de frein filet, vous les remontez, vous les serrez au couple, vous remettez le carter, et puis voilà, vous êtes tranquille, ça bouge plus, ça risque pas de se desserrer, et ça vous évite de tout arracher. Ce serait quand même dommage vu le prix des réparations. Alors ensuite, un gros point faible aussi du DRZ, c'est son régulateur redresseur de tension.
J'ai l'impression que c'est un petit peu une panne récurrente chez les Suzuki, parce que j'avais eu aussi pas mal de merde sur le régulateur de mon SV. Donc normalement il va là. Normalement il va ici, là il est ici. Moi je l'ai enlevé. J'ai acheté un SH 775 de chez Shindengen que j'ai trouvé chez Roadster Cycle, qui est une boutique américaine. Donc le gars vous vend soit le régulateur nu, soit le régulateur avec ses branchements, soit le régulateur déjà pré-branché, pré-câblé. Vous n'avez plus qu'à l'installer sur votre machine et le brancher donc en direct sur la batterie. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros que l'origine, c'est pour ça que je l'ai changé de place. Mais par contre, c'est quand même fiable, beaucoup plus fiable que la crotte d'origine, dont les forums liés au DRZ sont remplis d'exemples de panne. Donc il est derrière cette petite plaque en alu là, que j'ai fabriquée pour le protéger un petit peu en cas de chute. On le voit, on en voit les ailettes. Voilà, on en voit les ailettes, là, il est derrière. Ça, c'est ici ce que vous avez là en noir et rouge, là, et puis jaune. Donc ça, en jaune, c'est les câbles qui vont à l'alternateur. Et puis en noir et rouge, là, c'est les câbles qui vont direct à la batterie. Là, il y a deux petits bouts de durite que j'ai collé dessus pour protéger un petit peu, quoi. Et j'ai également mis avec ça un témoin de charge. Donc c'est la petite lumière orange qui est là, qui indique l'état de charge de la batterie. Alors il y a trois couleurs, il y a vert, orange et rouge. Donc vert, ça veut dire que la batterie est bien en train de charger, donc c'est vert quand vous roulez. Orange, bah, c'est quand la moto voilà, elle est arrêtée et qu'elle n'est pas en charge. Et rouge clignotant, c'est quand elle descend en dessous de, alors je sais plus, 12 volts ou je sais plus combien. Bon, ça veut dire qu'il est temps de la charger. Ça indique pas le voltage, ça indique simplement que la batterie est bien en train de charger. Donc ça c'est pareil, c'est un montage qui est direct batterie. C'est un petit objet que j'ai trouvé pareil chez Roadster Cycle. Donc il a un site qui est très bien foutu. Il vend les originaux de chez Shindengen et pas des copies Shintok qui risquent de vous cramer au bout de quelques sorties. Il a des vidéos aussi où il explique comment reconnaître une copie de l'original. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. En tout cas, le matos qu'il m'a vendu est d'excellente qualité. J'ai aussi installé un petit interrupteur qu'on voit ici, qui me sert à éteindre les feux, le phare avant et le feu arrière. Parce que d'origine, sur le 400 DRZ, quand vous mettez le contact, les phares s'allument. Donc si vous êtes dans une situation où la batterie commence un peu à faiblir, ou alors que vous roulez, vous êtes dans une partie technique, vous êtes bas dans les tours, la batterie ne recharge pas, si à un moment vous avez une batterie qui est faible, c'est bien de pouvoir couper l'éclairage pour ne pas trop tirer dedans. Voilà, moi quand je rentre dans les bois, les phares sont systématiquement éteints. De façon générale, je croise pas grand monde, on m'entend plus arriver qu'on me voit avec les phares, donc ça me pose pas de problème particulier de couper les phares. Puis quand je reviens sur la route, ou alors que je suis sur un grand chemin, voilà, je peux allumer les phares, ça pose pas de problème. Il y a une petite bricole au niveau électrique à faire, au niveau du faisceau, c'est vraiment pas compliqué, j'ai fait ça en 2 heures, en 2 heures c'était plié, quoi. En 2 heures c'était plié. Et une dernière chose que j'ai fait au niveau de la fiabilisation, c'est un détail, hein, c'est plus le côté pratique, je sais pas si on va voir. Non, on verra pas parce que c'est sous le sabot. En fait, c'est un bouchon de vidange rapide. Un modèle de chez Louis en Allemagne. J'ai acheté pas mal de trucs chez eux, ils font du bon matos. C'est un bouchon de vidange rapide, ça se visse à la place du bouchon de vidange. Et vous avez une petite bille avec un ressort qui empêche l'huile de s'écouler. Vous avez juste à mettre une durite dedans quart de tour. Il y a un embout, hein, vous mettez ça, vous faites un quart de tour et l'huile s'écoule. Vous n'avez pas à dévisser le bouchon de vidange, à le revisser, à le serrer avec une chance sur deux de claquer de foirer le filetage. Donc ça c'est quand même bien pratique. J'ai mis ça d'ailleurs sur toutes mes motos, mon SV et ma course routière, il y a ça et c'est très pratique. Alors on va parler maintenant de la protection de la moto.
Alors, la moto étant destinée quand même à faire de l'aventure, comme c'est le mot à la mode aujourd'hui, j'ai quand même apporté pas mal d'améliorations pour la protéger. Pour la protéger des projections, des chocs, des chutes, me protéger éventuellement les trucs que j'avais pu mettre dessus, comme le GPS, et puis éventuellement me protéger moi si possible. Alors, premièrement, il y a la grille de phare. Hein. Donc c'est un modèle qui est fait pour le 650 DR, mais qui s'adapte sans aucune modif sur le 400 DRZ. Enfin, je dis sans aucune modif, la seule chose qu'il faut changer, c'est cette petite vis là, qui sur le 650 DR est fournie en 6, et sur le DRZ, il faut mettre une vis de 5. Voilà, donc c'est quand même pas le bout du monde. J'ai également monté des protèges poignets de chez Acerbis. Donc c'est le modèle qui est renforcé. Voilà, on voit le renfort avec la barre en alu. Voilà, donc ça c'est très costaud, vous pouvez y aller, ça dévie les branches, ça protège des chocs si on vient à taper un tronc d'arbre ou qu'on tombe. Voilà, vous avez cette partie-là là, qui vient quand même bien protéger l'ensemble de la poignée, de vos mains, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille, qui est quand même bien plus résistant que le simple bout de plastique d'origine. Ensuite, je me suis attelé à la protection de la fourche. Alors, je vais récupérer ma baladeuse. Je me suis attelé à la protection de la fourche. Donc, il y a toujours les soufflets d'origine. Hein. Ça, j'ai pas touché. J'ai acheté ça. C'est des protections. Je vais essayer d'accrocher ça quelque part. Voilà. J'ai acheté ces protections sur AliExpress. Alors, ça m'a coûté une misère. Ça protège complètement le bas de la fourche. Ça tient avec un velcro ici, bon, qui est un peu sale, hein, forcément. Bon, j'ai mis des serflex voilà, pour le sécuriser, mais sinon, vous voyez, faut quand même y aller pour l'enlever. Ensuite, j'ai trouvé sur le Bon Coin, je pense que ça avait été fait artisanalement, une protection pour le pied de fourche. Ici, donc c'est un tube, en fait c'est un simple tube en alu que j'ai fendu ici. Alors c'est de l'autre côté, hein, vous verrez pas, mais je vous montre. Je l'ai fendu ici et il tient en fait avec un collier de serrage et il protège du coup toute cette partie là de la fourche. Si par exemple vous êtes sur un rocher ou un gros caillou et que vous avez la roue qui ripe, ça évite d'avoir le rocher qui vient taper sur le bas de la fourche. Voilà, c'est ça qui va prendre. D'ailleurs vous voyez il y a quand même on voit il y a des petits impacts déjà, donc c'est quand même pas du luxe. J'ai aussi investi dans des petites roulettes comme ça, des petits tampons. Alors je sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Je pense que ça protège quand même un petit peu en cas de chute. Bon, ça coûtait pas grand chose, donc je les ai quand même pris. Et surtout, cette grosse protection là du disque qui est tout en alu. Et que j'ai trouvé, j'ai acheté beaucoup de protection chez ProCycle qui est en Australie je crois. Donc ça protège, ça protège bien le disque. Alors il existe d'autres modèles qui sont en plastique, qui englobent à la fois le disque, le bas de la fourche, l'étrier, et qui remontent à peu près jusqu'ici, mais ils sont extrêmement difficiles à trouver. Moi j'en ai pas trouvé. Sinon c'était de l'occasion et à des prix effroyables, quoi. Alors ensuite on va parler de la protection de l'échappement. Donc la protection de l'échappement, elle est là. C'est une carapace, comme une carapace que j'ai trouvée au catalogue Beer, qui a dû coûter une quarantaine d'euros, je crois, qui permet de protéger efficacement le tube d'échappement qui est quand même bien exposé. Vous voyez, il est quand même juste derrière. Il est juste derrière la roue, donc il prend toutes les projections de cailloux, de terre, etc. Donc ça le protège quand même vachement. Le seul inconvénient, c'est que vous avez toute
toute la boue, etc., qui vient s'accumuler là, entre la carapace, là, le sabot moteur, etc. Ça vient se coincer un peu là. Donc de temps en temps, quand vraiment le terrain est dégueulasse, bah, je m'arrête, je prends un petit bâton, je nettoie un peu ça, ça évite d'avoir de la boue séchée qui vient coller ici. Alors ensuite, quelque chose de très important, c'est la protection des carters latéraux. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est de l'alu, hein. J'ai trouvé ça sur Amazon, c'était pas excessivement cher, il y a le même de l'autre côté. C'est collé à la colle haute température. Et si vous n'avez pas ça, première chute, bah, vous avez le sélecteur qui vient, ou la pédale de frein qui vient s'enfoncer dans votre carter. Et puis, vu la solidité du métal, bah, vous risquez de tout transpercer, quoi. D'ailleurs, vous voyez déjà ici, on voit qu'il est déjà un petit peu rouché. Alors, c'est en surface, hein, c'est pas creusé. Quoique je sens un petit impact. Vous voyez, un peu bosselé là, je sais pas si on voit, je sais pas si on verra la caméra. Donc ça, bah, si vous n'avez pas ça, bah, c'est le carter moteur qui prend directement. Donc c'est quand même pas terrible quoi. Ensuite, au niveau du pignon de sortie de boîte, donc j'ai changé la protection du carter qui est derrière, donc ça là, qui d'origine est un peu plus petite. Donc là c'est pareil, j'ai trouvé ça chez ProCycle. C'est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus enveloppant. Ça va protéger tout le moteur. Si la chaîne vient à se briser, au lieu qu'elle vienne tout éclater là-dedans, bah, elle viendra rebondir dans la protection. Et le cache pignon de sortie de boîte ici, il est pas mal, il est assez ajouré, il est plus ajouré que le cache en plastique d'origine. Donc il permet quand même aux débris ou à la boue, aux morceaux de branche éventuellement qui viendraient là-dedans de s'évacuer. Il retient pas trop la saleté, donc c'est quand même vachement pratique. Ensuite, il y a les protections de cadre, ici, que j'ai acheté chez PAM Racing, qui est en Alsace. C'est les modèles Zeta. Je ne sais pas si on verra. Voilà, Zeta. Donc ils font quand même pas mal de matos qui sont assez connus, Zeta. Donc voilà, tout ce qu'il y a là, il y a la même de l'autre côté, il y a la même protection de cadre de l'autre côté, la même protection de carter, les tampons, etc. Ensuite, au niveau du bras oscillant, j'ai mis une protection en plastique qui vient d'un 450 RMZ au départ. Je pensais que les bras oscillants étaient à peu près identiques, et bien pas du tout. J'ai quand même dû manier la lime électrique pour enlever quand même un peu de matière, enlever des bouts, agrandir des trous, etc. pour le faire passer. Mais il rentre quand même, il finit quand même par rentrer. Donc là il va jusque là. Et à l'arrière, bah, il vient jusqu'ici. Il protège en dessous. Voyez, il vient protéger le bras oscillant en dessous et éviter, bah, pareil, les projections, les éclats sur la pierre, etc. Là, vous voyez, par exemple, ici, bah, on voit qu'il est déjà tout rouché. Donc s'il n'y avait pas ça, bah, ça aurait été le bras oscillant qui aurait pris, quoi, ce qui serait quand même dommage. Alors à l'arrière, pareil, on retrouve les mêmes tampons que j'ai mis à l'avant. Est-ce qu'ils ont une utilité ou pas? C'est pareil, hein, j'en sais rien, mais bon, maintenant au moins ils sont là. De l'autre côté, bah, pareil, hein, il y a le tampon, il y a le protège en plastique. Là-bas, vous voyez la protection de carter, la protection de cadre. Et ici, une protection d'étrier, pareil, que j'ai trouvé chez ProCycle. Donc qui sert quand même bien, parce qu'un étrier, c'est quand même une pièce importante. C'est pas les quelques dizaines d'euros que coûte la protection qui vont vous ruiner, donc autant investir dedans. Et puis bien évidemment, bah, le plus important, le sabot. Un sabot classique, hein, c'est un sabot qu'on trouve à peu près partout, qui est quand même assez épais. Ça c'est indispensable évidemment si vous allez en off-road. C'est même pas envisageable d'aller en off-road si vous n'avez pas ça, quoi.
Alors c'est à peu près tout pour ce qui est de la protection de la moto. Donc maintenant on va parler des améliorations que j'ai pu faire au niveau du roulage. Alors la première chose, c'est le saut de vent, la petite bulle là en plastique qui est ici, donc qui se fixe directement sur le plastique d'origine. Ça c'est pareil, c'est prévu pour un 650 DR. Mais comme les pièces sont identiques, ça se monte sans aucun problème. Ça, j'ai trouvé ça chez Screen for Bikes, qui est aussi une boîte australienne. De toute façon, cherchez pas, hein, en Europe, vous trouverez très peu de pièces pour le 400 DRZ. Tout ce qui est amélioration, vous le trouverez soit en Australie, soit aux États-Unis. Donc, faut en profiter pour faire une commande groupée, parce que les frais de port, évidemment, ils vous font pas de cadeaux, quoi. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Pour deux raisons. La première, évidemment, pour avoir un peu moins de vent sur les parties roulantes, mais aussi et surtout pour protéger le GPS que j'ai mis juste derrière. Je vais vous en parler après. Ça dévie toutes les branches, évidemment, etc., qui seraient susceptibles de venir taper dans le GPS. Alors même si sur le TET, on ne traverse pas des buissons, sauf erreur de trajectoire, mais normalement on ne traverse pas des buissons, il n'y a pas de... C'est vrai, c'est pas de l'enduro hard, quoi. Mais quand je sors ici, dans les petits chemins, on n'est jamais à l'abri d'avoir une branche qui vient taper, etc., etc. Donc c'est aussi bien d'avoir une petite protection, surtout vu le prix, du GPS. Alors justement, le GPS, parlons-en. Alors, voilà, il y a que la housse, hein. Alors le GPS, j'ai acheté un GPS Garmin Zumo XT parce qu'il était vendu comme premier vrai GPS moto off-road, etc., etc. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils ne vendent pas pour le Zumo XT les cartographies IGN. Ce qui pour un GPS off-road est quand même un petit peu emmerdant. Vous trouvez des cartographies IGN pour d'autres modèles de Garmin comme le Montana par exemple qui eux sont plus orientés rando. Vous en trouvez aussi je crois pour les GPS qui sont un peu orientés vélo. Par contre le Zumo XT qu'on vend comme le GPS pour les aventuriers, les baroudeurs, etc. Je pense que la moindre des choses c'était de vendre la carte IGN avec. Surtout que ça coûte quand même 300 € chez Garmin la carte IGN. Et ben non, ils la vendent pas. Donc il y a des cartographies gratuites qui existent, hein, OSM, Freizeitkarte, etc. C'est le Covid, ça. Et qui font tout aussi bien le boulot, mais qui sont quand même moins précis. Enfin bon, bref, peu importe. Donc le GPS Garmin Zumo XT est quand même pas donné. Il doit être aux alentours de 400 ou 500 €, je sais plus, neuf. Bon, moi je l'ai eu d'occasion. Il est vendu comme étant waterproof, bulletproof, military proof, proof. Sauf que un bestiau à 400 €, j'avais pas envie de le mettre à l'épreuve. Donc j'ai acheté cette petite housse Jivi. Voilà, c'est du Jivi, j'ai trouvé ça au Daffy du coin. Alors vous voyez, bon ça ce qu'on voit là c'est le branchement du GPS hein, qui passe dans le petit trou qui est là. Et il est branché en direct batterie. Il y a deux lanières là pour tenir le GPS. C'est une housse qui est quand même vachement bien foutue et elle tient sur un support dont je vais vous en parler tout de suite. Donc le GPS là-dedans, il est à l'abri de la pluie, il est à l'abri des chocs, etc. C'est pas pour les 40 balles que j'ai payé ça que j'allais prendre le risque de m'en passer. Alors le GPS, du coup, tout ça c'est fixé. On va reprendre la baladeuse. Tout ça, c'est la fixation d'origine. Hein, ce que vous voyez là, c'est la fixation d'origine de la housse. Hein. Elle est fixée sur un support qui est mi une création maison, mi pris chez Motoboxer. Motoboxer qui est un gars qui est près de Grenoble, à Lyon, je sais plus trop où il est, qui fait plein de pièces pour les trails. Il fait des supports comme ça, il fait des sabots, il fait des extensions de béquilles, il fait des
des tours rallye avec le phare et le support GPS, enfin, il fait plein de trucs. Du coup, moi je lui ai pris juste les supports là, parce que normalement il vend une barre avec et moi j'en avais pas besoin, donc je lui ai pris juste les supports là, donc ils viennent se prendre, est-ce qu'on voit, ils viennent se prendre sur la barre additionnelle là, du guidon, et dessus j'ai une barre qui fait 20 mm d'épaisseur. Je vais aller de l'autre côté, vous verrez mieux. Voilà. Qui à l'origine elle était vissée, mais ça avait tendance à se dévisser, donc du coup je l'ai soudé. Voilà, vous voyez, c'est soudé. La vis là, je l'ai gardée parce que j'accroche autre chose ici. Voilà. Donc vu de derrière, ça donne ça. Voilà. Donc le GPS est quand même bien protégé derrière la bulle, donc là il n'y a aucun choc. J'arrive à le lire en étant assis et en même temps je l'ai orienté pour pouvoir le lire en étant debout. Voilà. Alors ceci étant dit, je vais vous parler du rétro. Je vais enlever la baladeuse. Alors les rétros, c'est des double take. Matt de chez Matt Adventure a déjà fait des vidéos sur le sujet, me semble-t-il, donc tout a été déjà dit hein, sur ces rétros là. Ils sont d'excellente qualité, c'est très costaud, c'est beaucoup moins prise de tête que tous les autres rétros que j'ai pu avoir. Ça se fixe sur une bête boule, hein, comme ça. Voilà, vous avez un bras dans lequel est pris à la fois la boule et le miroir. Vous avez plein de pièces détachées. Le site est vachement bien foutu. Vous pouvez changer juste le miroir. Si vous cassez le miroir, vous n'avez pas besoin de changer tout le reste. Donc c'est quand même financièrement, c'est quand même intéressant. Même si effectivement les rétros ne sont pas donnés. Mais bon, normalement, c'est pas quelque chose qu'on change tous les 3 jours. Ensuite, autre amélioration. Les cale-pieds. Alors j'ai changé les cale-pieds d'origine pour des cale-pieds de chez Moose Racing qui sont plus larges que l'origine et qui ont des dents un petit peu plus acérées, qui gardent quand même bien le pied en position. Bon là, le fait que les dents soient un peu plus aiguisées, ça change pas grand chose à mon avis, mais enfin en tout cas à mon niveau. Mais en tout cas, le fait que les cale-pieds soient plus larges, ça apporte quand même un confort quand on passe toute la journée debout sur la moto. Autre modif, c'est la position du sélecteur, puisque du coup, le sélecteur, quand vous êtes debout, vous ne pouvez pas avoir la même position que quand vous êtes assis. Donc il suffit de le dévisser ici, vous le sortez, vous le montez d'un cran, et puis vous le remettez. Parce que sinon normalement il est, on va dire là, et du coup il est trop bas par rapport à la position de votre pied sur le cale-pied. Donc là debout les vitesses passent hyper facilement, quoi. Voilà, ça c'est les cale-pieds. Autre chose, la selle. Alors je vois sur beaucoup de forums, notamment américains, tout le monde veut mettre une selle site concept à la place de la selle d'origine. Moi je trouve que la selle d'origine elle est pas si mal. J'ai passé un bon moment de longues heures dessus et j'ai pas grand chose à lui reprocher. Alors c'est sûr que c'est pas le confort d'une routière, mais en même temps c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, quoi. Et bon, une selle site concept ça doit valoir dans les 250-300 balles, je pense, quelque chose comme ça. Je voyais pas l'intérêt de mettre de l'argent là-dedans. J'avais d'autres dépenses plus importantes. J'ai trouvé un petit coussin sur Amazon là, qui se fixe avec des crochets sur la selle. Bon, j'ai payé ça une misère. Je l'ai même pas pris parce que j'ai trouvé que la selle, sur toutes les sorties que j'ai fait ici, j'avais jamais mal aux fesses. Donc je me suis dit que sur le TET, ça serait pareil. Et effectivement, j'ai pas eu mal aux fesses de manière insupportable, quoi. Tant qu'on est dans l'absence de modif, je reviens sur quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est le carbu.
le carbu et l'échappement. J'ai fait aucune modif sur cette moto, j'ai pas mis de FCR, j'ai pas mis de ceci, j'ai pas mis de cela. Le filtre à air, c'est le filtre à air d'origine, il est simplement régulièrement nettoyé et bien huilé. Le pot d'échappement, c'est pareil, c'est le pot d'échappement d'origine. J'ai simplement rajouté des protections, là, des pare-chaleurs de chez Mosco Moto. D'une part pour la bagagerie et d'autre part pour le protéger quand même un petit peu, parce que vous voyez, la moindre chute et puis vous venez roucher ou beugner le pot d'échappement qui est quand même relativement exposé. Si vous avez la chance de pouvoir vous fabriquer dans une tôle d'alu une protection qui vient se fixer sur ces deux points de fixation ici et là, qui viennent un petit peu comme ça, je pense que c'est pas du luxe. Quoi d'autre? Alors avant-dernière chose, l'extension de la béquille. Pareil, que j'ai acheté chez Motoboxer. Bon, c'est simplement des plaques d'alu qui viennent se fixer sur le pied de la béquille, qui élargissent son pied et qui permettent de pouvoir béquiller dans des terrains un peu scabreux, un peu gras, etc., où la béquille d'origine elle aurait plus tendance à s'enfoncer. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, ça fait quand même du poids au bout de la béquille, surtout la mienne, qui a été cassée et qui avait été ressoudée. Et du coup, elle remonte moins haut que la béquille d'origine. Du coup, j'ai ça, c'est un simple tendeur que j'ai bricolé et que j'accroche ici. Voilà. Alors ça, c'est des petits crochets. C'est des œillets avec un filetage au bout qui viennent se prendre à la place des calepiers passagers. Donc j'ai le même de l'autre côté. Ils me servent à attacher la bagagerie, et puis celui-là me sert en plus à attacher, en plus de la bagagerie, me sert à attacher la béquille. Même quand vous êtes assis sur la moto, vous devez béquiller, vous vous penchez un peu, vous décrochez, vous avez la béquille qui se déplie, vous voulez repartir, vous béquillez, vous vous penchez, hop, voilà, terminé. Et puis là, vous n'avez pas la béquille qui... bon là faut quand même que j'appuie pour déplier le... Voilà, là ça bouge pas, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, là, vous n'avez pas la béquille qui fait comme ça en roulant, quoi. Bon, voilà, c'est ça. On va déplier ça. Voilà. Bon écoutez, c'est la fin de cette première partie. Voilà, on est de retour dans la cave. Alors au niveau de l'équipement pilote, on a, alors moi c'est simple, j'ai acheté une partie de mon équipement d'occasion à un copain quand j'avais acheté sa moto il y a 2 ans. Donc il m'avait donné une paire de bottes, alors c'est des vieilles bottes Yamaha, des vieilles bottes Alpinestar, je sais plus le modèle, mais qui sont encore en relatif bon état, enfin en tout cas en état suffisamment correct pour que je les prenne quand je sors ici. J'ai racheté des CD Crossfire 2 SRS, donc c'est celle où il y a toute la semelle qui se change et non pas juste la partie centrale. Bon, seulement vu le prix des CD, en général quand je sors ici à la journée, je mets les vieilles Alpinestar, ça suffit largement, et je préserve quand même un petit peu les CD qui coûtent un peu plus de 300 € quand même. Le pantalon, je suis parti avec 2 pantalons, un bête pantalon enduro donc qui rentre dans les bottes, que j'ai mis tout le séjour. J'avais pris donc ça j'avais acheté ça dans un magasin ici, ça m'avait pas coûté bien cher. J'avais acheté en plus un pantalon qui va par-dessus les bottes, donc de chez Thor, qui est un peu plus chaud, un peu plus étanche certainement, etc. Mais que finalement j'ai pas mis. J'ai des protections de tibia. Ça c'est pareil, c'est pas des protections de tibia Elite ou d'une marque de fou. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Vous avez simplement une coque pour le genou qui descend jusqu'au mollet, 2 scratchs, et puis terminé, ça protège largement assez, et vous avez pour 3 secondes à les mettre et à les enlever.
Quoi d'autre? Au niveau des t-shirts, j'ai acheté des simples t-shirts de trek chez Decathlon, donc qui sont très légers et qui se permettent de ne pas prendre de place dans les bagages. Ensuite, j'avais un pare-pierre donc, que j'avais acheté à un pote, euh, qui est bon, bah, qui a vécu, hein, mais pas besoin d'avoir des trucs neufs de chez neuf pour aller mettre dans la gadoue. Donc il protège bien devant, vous êtes protégé des épaules, et il y a un filet qui va jusqu'au bout du bras avec des coudières ici. Donc il s'enfile comme un simple gilet. Vous avez une fermeture éclair, une dorsale et puis une ceinture, une espèce de ceinture à scratch, là, une ceinture abdominale qui vient se mettre sur le ventre. J'avais une veste enduro, pareil, avec les manches qui peuvent se détacher et se ranger. C'est pratique parce que ça coupe quand même un peu le froid. Et s'il fait chaud, vous pouvez rouler sans les bras, enfin sans les bras. Vous pouvez rouler sans les manches parce que sans les bras c'est compliqué. Ça permet de ne pas crever de chaud tout en étant quand même protégé parce que le pare-pierre c'est quand même juste du filet. Donc à part les endroits où vous avez les coquilles, sinon tout le reste vous avez un simple fil qui vous passe au-dessus de la peau, donc la protection est quand même pas maximum. Ensuite j'avais des gants de la marque Thor, des gants enduro. Pareil, j'en suis satisfait. J'avais juste investi dans des protections de la paume. Alors c'est un truc en tissu que j'ai trouvé euh, chez la bécannerie, je crois, mais je ne suis pas sûr, qui protège la paume de la main. En fait, c'est un tissu qui vient ici, qui va vous protéger des ampoules, etc. quand vous êtes toute la journée la main sur les poignets. Ensuite, au niveau du casque, j'ai un bête casque. Enfin, j'ai pas du gros matos. Je vois certains, ils partent, ils ont des ensembles clim, le pantalon à 500 balles, la veste à 600, enduro, Gore-Tex, flex, tout ce que vous voulez. Bon, personnellement, j'avais du matos de seconde main et puis du matos de moyenne gamme, on va dire, et j'ai trouvé que c'était largement suffisant. Si vous avez de l'argent à dépenser, autant le mettre dans de la bagagerie ou dans du bon matos de bivouac, c'est à mon avis plus important qu'une veste qui va vous servir 2 fois par an. Dernière chose au niveau du casque, j'avais un casque et mon pote pareil, on avait des casques enduro, donc des casques avec un masque et pas des casques adventure avec une visière. Je n'ai jamais testé les casques adventure, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que les casques enduro, mais j'ai déjà 3 casques, donc j'allais pas en plus m'en racheter un quatrième exprès pour faire le TET. Voilà, bon, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie qui va être consacrée à la bagagerie.